Alors, pour illustrer comment se passent les échanges gazeux entre les poumons et les vaisseaux sanguins, voyons un peu donc à quoi ressemblent les échanges. On a des sacs d'alvéoles ainsi. Ça, ce sont plein d'alvéoles, et donc on a les bronchioles qui viennent alimenter ces sacs d'alvéoles. D'accord. Et entre ces alvéoles passent des vaisseaux sanguins, des capillaires, qui viennent longer la paroi des alvéoles un peu partout. D'accord. Tous ces capillaires proviennent des vaisseaux sanguins qui proviennent du cœur et qui retournent vers le cœur. Okay. Donc, on a le sang qui arrive du cœur, par ici, on va dire. Hop, hop. Ça se divise en plus petits trucs, en plus petits capillaires, comme ça. Voilà. Hein. Ici aussi. Hop, hop. Ça se divise, ça se subdivise. Ça redivise encore. Et de l'autre côté, tout ça va se rejoindre pour former de plus gros vaisseaux qui vont retourner vers le cœur. Okay. Cœur qui injecte, les capillaires passent le long des alvéoles, se chargent en oxygène et retournent vers le cœur en étant donc chargés d'oxygène. Donc ici, on a du sang qui est majoritairement chargé en CO2, et on a peu d'O2. Ici, à l'inverse, on retourne avec beaucoup d'oxygène et peu de CO2. Et donc, au niveau du cœur, si on représente le cœur ici comme une pompe avec les 4 cavités, donc le sang qui arrive là provient évidemment du ventricule droit. Donc ça revient par là. Et tout ça ici va arriver dans l'oreillette gauche, qui va ensuite descendre dans le ventricule gauche pour être finalement rééjecté dans l'aorte. Et plus quelques autres artères. Vers le reste de la circulation, on va dire. La grande circulation. Et ceci, la partie qu'on a ici, qui fait le tour ainsi, qui vient vers les poumons et qui revient, c'est ce qu'on appelle la petite circulation. Voilà. Alors bon, on voit bien que le sang passe le long des alvéoles, mais comment est-ce que les gaz s'échangent donc au niveau de ces alvéoles? Donc si je zoome ici sur une alvéole, on va représenter une alvéole en tout grand. Donc ça c'est une seule petite alvéole. C'est vraiment un zoom de ça. Ok. Je notais alvéole. Ok. Donc dans l'alvéole, on a une espèce de surfactant ici qui recouvre la surface, qui aide en fait à garder la poche élastique. Donc ça c'est du surfactant. C'est une espèce de liquide huileux, enfin pas huileux, mais qui garde en fait la surface lisse. Et on a vraiment la membrane ici de l'alvéole. Et donc le long de cette alvéole, tout le long de cette alvéole, on a un capillaire sanguin qui va passer. Je vais le dessiner en vert pour pouvoir avoir des couleurs pour le sang. On a un capillaire sanguin qui va passer ici le long. Tout le long du bord, comme ça. Ici aussi. Et donc il va arriver ici avec du sang où il y a beaucoup de CO2. Et donc on a l'air avec l'oxygène qui arrive ici. Et donc dans l'alvéole, lors de l'inspiration, on a beaucoup d'oxygène qui arrive là. Et donc on a ici, dans l'alvéole, tout l'oxygène. Cet oxygène
il va être capté par les globules rouges. Et donc on a nos amis, les globules rouges, qui vont être ici, qui vont être un petit peu écrasés dans le capillaire, parce qu'ils sont plus gros que la taille du capillaire, donc ils sont un petit peu écrasés. Et sur les globules rouges, à la surface des globules rouges, on a l'hémoglobine. D'accord? Il y a plein de petites molécules d'hémoglobine qui ont chacune 4 atomes de fer. Je vous passe tous les détails chimiques. Mais donc, dans un globule rouge, il y a plein d'hémoglobine. Et lorsqu'on est proche des alvéoles, l'oxygène se fixe très facilement sur l'hémoglobine. Elle transporte aussi, le globule rouge va lui aussi transporter un petit peu de CO2, pas majoritairement via l'hémoglobine, mais donc il y en a aussi. Et c'est ici, via un jeu de pression, que va se faire l'échange. Donc le CO2 qui est là va passer dans l'alvéole où on a peu de CO2, et l'oxygène qui était là, je vais réécrire en bleu ici pour faire ça plus facile, l'oxygène qui est, il y en avait tout plein dans l'alvéole, va venir se fixer hop, sur l'hémoglobine, partout. Et du coup, on va avoir ici de plus en plus de CO2 qui va pouvoir être réexpiré lors de l'expiration. Les globules rouges, eux, continuent leur chemin vers le cœur. Donc ils terminent ici la petite circulation et vont pouvoir être rééjectés vers le reste des tissus. Qu'est-ce qui va faire que ces échanges se passent ici correctement? C'est assez intuitif en fait. On a ici une membrane qu'on va représenter ici comme ça. On va dire que ça c'est la membrane, d'accord? Et la surface du capillaire qu'il faut traverser aussi, qui est vraiment très très fine. Ici c'est vraiment super super fin. Et on a d'un côté on a de l'oxygène et de l'autre côté on a du CO2 qui baigne lui dans du sang ici, où on a des globules rouges. Des globules rouges et plein d'autres choses qui sont dans le sang ici. Et donc de l'autre côté on a l'autre sang. Voilà, et ici ça c'est la membrane, la paroi de l'alvéole. Alors, ces parois ne sont pas étanches. On peut passer à travers. Alors, tout comme quand vous respirez à travers un masque, il y a une série de facteurs qui vont jouer sur le fait que l'air passe facilement ou difficilement à travers le masque. Alors, un des facteurs, c'est la qualité de cette membrane. Donc, est-ce qu'elle est fort perméable ou pas? Perméabilité. Donc, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on a un tissu avec des grosses mailles qui laissent passer l'air facilement? Ou est-ce qu'on a un sac en plastique qui est quasiment étanche? Dans le cas d'un sac plastique ou d'un tissu très très dense, on va avoir beaucoup plus de mal. Donc, on a plus de mal à faire passer de l'air à travers un jeans, par exemple, qu'à travers un tissu en coton à mailles larges ou en laine. Un autre facteur qui va jouer, c'est l'épaisseur de la membrane. Si la membrane est fort épaisse, ça va être beaucoup plus dur de souffler de l'air à travers un masque épais. De même, ici, si la membrane est fort épaisse ou qu'elle est recouverte de crasse, d'accord, si ici il y a une série de goudrons qui sont venus se poser suite au tabagisme ou à une série de maladies, ou à une respiration dans un air contaminé, ça va être plus compliqué. Okay, il y a aussi évidemment la surface totale d'échange. Plus la surface est grande, plus on va pouvoir faire passer de gaz à travers, c'est logique. Donc si on prend toutes les alvéoles des poumons et qu'on les étalait à plat, on arriverait à peu près à la taille d'un terrain de tennis. Donc imaginez un terrain de tennis entièrement recouvert d'un côté d'oxygène, d'air, et de l'autre côté de sang qui va pouvoir capter cet oxygène. Si on réduit cette taille à un truc beaucoup plus petit, il y a moins d'échanges gazeux qui vont pouvoir se produire à chaque instant. Donc on va mettre taille totale de la surface d'échange. Alors cette taille de surface d'échange, elle peut diminuer avec des maladies pulmonaires. Donc si les alvéoles sont détruites, abîmées, forcément on a moins d'alvéoles qui participent aux échanges et donc moins d'échanges qui se font.
Encore, les deux derniers critères donc, sont la différence de pression en fait. Si j'ai beaucoup d'oxygène d'un côté et que j'en ai peu de l'autre côté, l'oxygène va naturellement, le niveau d'oxygène va naturellement s'équilibrer. Donc il y a une partie d'oxygène qui se trouve là, qui va passer de l'autre côté pour que les deux côtés de la membrane s'équilibrent, pour que la pression partielle en oxygène des deux côtés soit équilibrée. Et pareil pour le CO2. Ça, c'est la différence de pression, le gradient de pression, on appelle ça. Et le dernier critère qui ne joue pas énormément dans ce cadre-ci, mais qui a quand même son importance d'un point de vue physique, c'est la solubilité du gaz dans le liquide ou dans l'environnement qui se trouve de l'autre côté. Alors ici, l'oxygène est donc capté par l'hémoglobine et se dissout relativement bien dans le sang. Le CO2 a une solubilité quasiment parfaite, donc il passe facilement d'un côté à l'autre sans aucun souci. Et donc ce facteur de solubilité n'est pas vraiment un facteur qui va poser problème ici dans le cadre des échanges gazeux au niveau des échanges d'oxygène et de CO2, puisque de toute façon la solubilité de l'oxygène dans le sang est quasiment toujours identique, ça ne change pas d'une personne à l'autre. Ça c'est plus à titre informatif, mais on va le noter ici, solubilité des gaz. Mais ça c'est vraiment, ça n'est pas un facteur qui va jouer principalement dans les échanges, en tout cas qui ne va pas affecter majoritairement les échanges gazeux chez les humains.